Thomas Piketty. You're watching Shulishi Dian. Hello. Oh, hello. Hello. Thank you very much. 2014年春天，美国出版界发生了一个奇迹，一部大部头经济学著作居然成了畅销书。2013年下半年，在法国问世的《21世纪资本论》英译版上架后不久，亚马逊即告脱销。著名经济学家保罗·克鲁格曼评价它为本年度乃至最近10年来最重要的经济著作。而这本书的作者托马斯·皮凯蒂也旋即风靡全球，被英美媒体称作摇滚明星式经济学家。为宣传该书中文版，皮凯蒂近期到访中国3天，并来到财新传媒北京总部，接受了财新传媒总编辑胡舒立和财新传媒主编王朔的共同采访。你的这本著作《21世纪资本论》出版以后，在国际经济学界引起非常大的影响，然后紧接着中文版在中国出版，也得到了这个中国的学术界和事实上是广大读者、普通读者都引起了很大的反响。所以呢，我们呢很高兴有这个机会呢对你进行采访。我想问问你，这本书你一共写了多少年？Le livre lui-même a pris environ 1 an à écrire, un peu moins, 9 mois à écrire, mais il s'appuie sur des recherches historiques qui ont duré, plus de 10 ans et qui ont rassemblé plus de 30 chercheurs de par le monde. Et donc ce livre, c'est vraiment le résultat d'un projet international de collecte de données historiques, et c'est la plus vaste base de données sur l'évolution historique des répartitions de revenus et de patrimoine qui ait jamais été collecté. Et donc le but de ce livre, c'est de rendre tous ces matériaux historiques accessibles au plus grand nombre. Et je crois que le livre est tout à fait lisible et accessible au plus grand nombre, et c'est ça l'objectif. Et je suis très très heureux aujourd'hui de pouvoir être là en Chine et avoir la traduction chinoise de ce livre pour en débattre avec vous. 我听这个全世界人向我介绍说，你这本书的一个非常重要的特点就是有非常多的数据，极其复杂的数据构架，同时是用非常简单的数学公式把它说得非常明白。你觉得这样概括你的特点准确吗？ Oui, c'est vrai que mon livre se base d'abord sur des faits historiques, c'est-à-dire que les économistes trop souvent utilisent des modèles mathématiques ou théoriques très compliqués avec très peu de faits à expliquer. Et moi, c'est vrai que la démarche est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits historiques que j'essaye d'expliquer avec un peu de théorie, mais des théories très simples, des équations extrêmement simples. Et c'est d'abord un livre d'histoire, c'est d'abord un livre sur l'histoire de l'argent, l'histoire des revenus et des patrimoines, et les conséquences sur la vie des différents groupes sociaux concernés. J'utilise aussi dans le livre les représentations de l'inégalité dans la littérature, dans Balzac, dans Jane Austen ou dans la littérature moderne, parce que l'argent, c'est toujours plus que l'argent. C'est aussi, ça a des conséquences pour la vie des gens, et la littérature a une façon très puissante de l'exprimer. Et je pense que c'est important d'étudier en même temps que les inégalités, les représentations qu'on se fait de l'inégalité. Et c'est ce que je fais dans ce livre. 皮凯蒂一直研究财富不平等现象，著有多部研究法国和世界关于财富分配的著作。1971年，皮凯蒂出生在巴黎，18岁时考上巴黎高师，不到2年便获得数学教师资格证书。随后，他进入巴黎社会科学高等研究院，22岁便获得巴黎社会科学高等研究院和伦敦经济学院的双博士学位。之后，他受到麻省理工学院的聘书，赴美执教。1995年，皮凯蒂重返巴黎任教，并参与创建巴黎经济学院。我听说你原来是毕业以后是在美国教书，22岁拿到经济学博士学位，然后在美国教书，然后 MIT 教书，2年以后你就不想干，就回到法国。为什么你会离开美国？当时？ Oh, moi, j'ai beaucoup aimé les États-Unis. J'aime beaucoup les États-Unis, mais pas suffisamment pour changer complètement de pays. Donc, je me sens très très européen. Et j'étais heureux de rentrer à Paris. Mes enfants allaient bientôt naître et je voulais qu'ils grandissent en France et à Paris. Mais j'aime beaucoup les États-Unis et je retourne régulièrement aux États-Unis depuis
depuis toutes ces années, au moins 3, 4, 5 fois par an. Et bon, c'est vrai qu'aussi en France, en revenant en France, je pensais que je pouvais faire une recherche en économie qui soit plus proche des autres sciences sociales. Il y a une tradition de recherche en histoire économique et sociale en France, en sociologie, en anthropologie, qui, je pense, m'a poussé à me rapprocher dans ma méthode de recherche des autres sciences sociales, alors que si j'étais resté au département d'économie du MIT, sans doute je serais resté plus, disons, renfermé sur l'économie. Et donc, je pense c'était aussi ça mon choix de revenir en France. 对，所以你这个研究是很不一样的。是不是可以说纯粹的经济学研究的这个问题，你觉得还是一点小了一点？你想研究一个更大的问题？ Moi, je me vois plutôt comme un chercheur en sciences sociales. Je pense que les frontières entre l'économie, l'histoire, la sociologie sont beaucoup moins claires que ce que les économistes parfois prétendent. Et ce travail qui n'avait jamais été fait avant, de collecte de données historiques sur les revenus, les patrimoines, je pense que s'il n'avait jamais été fait avant, c'est parce que d'une certaine façon, cela paraissait trop historique pour les économistes et trop économique pour les historiens. Et donc personne ne le faisait. Et finalement, je pense que c'est dommage parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde de prendre cette perspective historique longue sur les revenus, les patrimoines. 我的同事王硕，财新传媒的主编，请他呢就他关于你的书的一些学术问题呢，跟你呢有一个交流。欢迎你，皮克迪教授。我想第一个问题跟刚才你们谈到的都有关系，就是说您说您的研究是一个融合了经济和历史学的研究，收入不平等问题是一个所有人都关心的问题，而且历史上有大量的书籍研究已经关于这个领域。但是呢，我们在看这些书的过程中呢，我们就体会到呢，好像是说他们一般会认为收入不平等有很多原因，而提出的解决方案呢也会有包含多种因素。这跟您的在书里面的21世纪资本论里面的这个研究方法和解决方案都完全不一样。您的研究方法呢是说资本的收益率大于经济增长率 ，R 大于 G， 然后您提出的解决方案呢是说累进的税率，这是一个非常可以说是一个选择了一个非常窄的一个领域去切入。那么大家就会问了，为什么您认为这一个公式和这一个方案能够解决收入不平等的问题？或者说换句话说，为什么您认为其他因素不重要？比如说很多人都会认为说制度是重要的，但您好像没有提到制度这个因素。Oui, alors il y a beaucoup de solutions pour résoudre les inégalités. Hein. C'est pas du tout que l'impôt progressif, mais il y a l'éducation, il y a les institutions sociales, politiques. Peut-être la conclusion encore plus importante de mon travail, c'est que on a besoin de transparence sur les revenus et les patrimoines, et on a besoin d'institutions publiques qui, en se fondant sur cette transparence, mettent les forces de marché, les forces de propriété privée, les forces de la globalisation dans lesquelles je crois, au service de l'intérêt général. Mais pour ça, on a besoin de plus de transparence sur les revenus et les patrimoines. Ça, c'est une leçon qui vaut pour les pays les plus riches, les plus développés, les pays occidentaux, mais qui vaut aussi, bien sûr, pour les pays émergents et en particulier pour la Chine. 这个政府行为有的时候是，就刚才您提到的是抑制贫富分化这个趋势的，但是有的时候呢，它也有可能强化这个贫富分化的趋势。比如说08年的金融危机以后，各个国家的货币政策都是比较激进的货币宽松政策，它的一个重要后果之一呢，就是说让富人更加富。那么对于贫富分化这个主题，总的来说，您认为政府是答案呢，还是说是问题？ Vous avez raison que parfois les politiques monétaires, les politiques des banques centrales ont pu contribuer ces dernières années à augmenter les inégalités. On ne sait pas toujours très bien ce qu'on fait ensuite avec l'argent. On met l'argent quelque part, ça crée des bulles immobilières, des bulles financières, et parfois, comme vous l'indiquiez, ça profite aux plus riches. Alors qu'au moins la politique fiscale, l'impôt ou les institutions sociales, éducatives, permettent de cibler la redistribution vers ceux qui en ont besoin et de demander plus à ceux qui ont le plus. 如今，经济的驱动力越来越多来自于知识。知识经济下有一个很强的分配特点，就是赢者通吃。无论是美国的脸书，还是中国的微信，它们都具有统治性的力量。这是否也会继续强化收入分配的差别呢？
在知识经济的框架下，我们怎么才能平衡它的一方面赢家全拿加剧差距的趋势，一方面呢通过教育体系的更多的投入能够增加它的平等。Alors, je pense que le défi auquel font face tous les pays, et aucun pays n'a trouvé le système parfait, c'est d'arriver à concilier l'efficacité dans le système éducatif et notamment dans les universités, et en même temps l'égalité d'accès, ou en tout cas la plus grande égalité d'accès possible dans les universités. Et aucun pays n'a trouvé le système parfait. Aux États-Unis, on a les meilleures universités sont très bonnes. Mais si on prend les 50% des Américains du bas de la société, la qualité des lycées, des universités auxquelles ils ont accès n'est pas très bonne. Donc il y a une très très forte inégalité d'accès au savoir et à la connaissance aux États-Unis, qui explique en grande partie la très forte montée des inégalités qu'on a eues au cours des 30 dernières années aux États-Unis, avec entre les 2/3 et les 3/4 de la croissance qui ont été pris par les 10% des revenus les plus élevés et surtout par les 1% des revenus les plus élevés, avec une stagnation des revenus de la classe moyenne qui a contribué à un très fort endettement des ménages et finalement à la crise financière. Donc les États-Unis ont beaucoup accusé le reste du monde, et en particulier la Chine et l'Allemagne, pour les déséquilibres commerciaux, mais en vérité, les déséquilibres internes aux États-Unis, liés à la montée des inégalités, sont beaucoup plus importants. Et ces inégalités, elles sont liées à un système éducatif qui est très inégalitaire, avec Harvard, c'est une excellente université, mais la plupart des Américains, ils n'ont pas accès à Harvard. Et je montre à un moment dans le livre que le revenu moyen des parents des étudiants de l'université Harvard correspond au revenu moyen des 2% des Américains les plus riches. Donc on est très loin de l'idéal méritocratique qu'on trouve dans le discours américain. Alors en même temps, les droits d'inscription très élevés des universités américaines posent un problème évident d'inégalité. Mais en même temps, même dans les pays où on a un système public d'université, comme souvent en Europe ou en France ou en Chine, on peut avoir des inégalités d'accès qui sont aussi très fortes. Par exemple, en France, on a souvent aussi beaucoup d'hypocrisie sur cette question de l'égalité d'accès au savoir et à l'éducation. Officiellement, on a un discours méritocratique très fort, mais en pratique, on investit parfois 3 fois plus d'argent public pour les enfants issus des classes les plus favorisées, qui ont accès aux meilleures grandes écoles, alors que les enfants issus des couches populaires ont accès à des filières dans les universités de base qui sont très mal financées. Et je connais moins bien le système en Chine, mais je pense que les questions d'accès aux meilleures universités de Pékin posent aussi des problèmes d'inégalité qui sont considérables. Et je pense que chaque pays a tendance, et en particulier les élites de chaque pays, ont tendance à tenir des discours sur le modèle méritocratique de leur pays, qui sont parfois très hypocrites et très différents de la réalité, et c'est ça qu'il faut essayer d'améliorer. 这正是我想问的下一个问题，就是您研究最富有的1%的人群，那么这1%的人群，它的流动性怎么样？那肯定是有人进来，有人出去，它的流动性怎么样？也就是我的问题是说，这个收入的不平等和社会流动性的大小，哪个对于保持社会的稳定更加重要？ Alors le plus important, c'est la mobilité, mais le problème, c'est que souvent en pratique, quand on a des inégalités très fortes, on a aussi une mobilité très faible. Quand on a des inégalités très fortes, c'est ça qui contribue à ce que, comme je le disais dans le cas de Harvard, ce sont en moyenne les enfants des 2% des Américains les plus riches qui vont à Harvard, parce que avec des très fortes inégalités, vous avez aussi une capacité des personnes les plus riches à payer des droits d'inscription très élevés, ou parfois à faire des dons aux universités pour que votre enfant soit admis, parce que ça arrive, on parle de la corruption en Chine, mais ça existe aussi dans d'autres pays. Et aux États-Unis, on a constaté par exemple
que les anciens élèves des universités avaient tendance à faire des dons à leur université exactement au moment où leurs enfants avaient l'âge de candidater à l'université. Donc ça, on voit comment une très forte inégalité peut aussi conduire à une forte reproduction sociale dans le temps et à une mobilité très très faible. Alors maintenant, il y a aussi de la mobilité évidemment dans chaque pays, et en particulier si on prend les classements de milliardaires qui sont publiés dans les magazines, on a bien sûr beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et dans mon livre, j'étudie à un moment l'évolution du classement mondial des milliardaires publié par le magazine Forbes entre 1987 et 2013, et c'est vrai qu'il y a une très forte mobilité. En 1987, le haut du classement des milliardaires mondiaux, ce sont des milliardaires japonais, dont tout le monde aujourd'hui a oublié le nom. En 2013, on a des milliardaires mexicains, chinois, indiens, américains, donc il y a beaucoup de mobilité. En même temps, cette mobilité ne peut pas justifier que le niveau moyen de patrimoine dans les plus hauts niveaux des milliardaires mondiaux progresse 3 ou 4 fois plus vite que la taille de l'économie mondiale. Parce que normalement, cette mobilité, il y a des personnes qui descendent, il y a des personnes qui montent, mais les deux effets devraient à peu près s'équilibrer, et donc le revenu moyen ou le patrimoine moyen dans les couches les plus hautes de la société au niveau mondial, devrait progresser à peu près au même rythme que la taille de l'économie mondiale. Et dans ce cas-là, tout irait bien. C'est bien d'avoir des milliardaires, des moyens, des pauvres, si tout progresse à peu près au même rythme. Le problème qu'on observe dans les données qu'on a pour la période la plus récente, c'est que les plus hauts patrimoines progressent 3 ou 4 fois plus vite que la taille de l'économie mondiale, et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine, mais c'est vrai aussi au niveau mondial. Et on voit bien que ça peut pas continuer éternellement, parce que si le haut de la distribution progresse 3 ou 4 fois plus vite que la moyenne, ça veut dire que dans 30 ou 40 ans, presque la totalité du patrimoine mondial sera possédée par des milliardaires. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête. Et le problème, c'est qu'on sait pas très bien où ça va s'arrêter. 刚才您已经反复提到了，就是说财富的平等和机会的平等是高度相关的。如果说把这两个因素分开来说，单独的看它们，你认为哪个因素更重要？ Les deux sont importantes. L'idéal, c'est l'égalité d'opportunités. C'est que les personnes puissent avoir accès pour leur vie, pour leur choix de vie, aux plus grandes opportunités possibles, et en particulier pour les groupes les plus défavorisés de la société. En même temps, on sait que cette égalité d'opportunités, on n'y arrive jamais complètement, parce que les enfants les plus favorisés ont accès, grâce à leurs parents, à des possibilités d'éducation, à des filières universitaires, à des réseaux sociaux qui seront toujours meilleurs, plus favorables que les enfants qui arrivent des campagnes chinoises ou qui arrivent des groupes les plus défavorisés dans les sociétés. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi essayer de limiter l'inégalité des résultats et l'inégalité des revenus et des patrimoines. Moi, je démarre ce livre avec une citation qui est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit la chose suivante: les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Autrement dit, l'inégalité sociale est acceptable si elle est dans l'utilité commune, c'est-à-dire si elle bénéficie en particulier aux groupes les plus défavorisés de la société. Donc moi, je n'ai pas de problème avec l'inégalité en tant que telle, à partir du moment où elle permet d'améliorer les opportunités et la situation des groupes les plus défavorisés dans la société. Le problème, c'est que cet argument, il est souvent utilisé pour justifier n'importe quel niveau d'inégalité, et parfois de façon tout à fait excessive. 21世纪资本论的书名很容易让人联想到马克思的《资本论》，因此很多人给皮凯蒂贴上了新马克思主义者或者左翼的标签。皮凯蒂出生在法国一个政治氛围浓郁的家庭，尽管父母都是激进的左翼人士，但在他看来，
自己更像是从未受到左翼思想诱惑的一代。您在书里面还提到了马尔萨斯和马克思，谈到你受他们的影响，这两位先驱都是做出了非常大胆的预言，跟您今天的预言一样大胆，可能更大胆一些。不过他们的预言最后并没有实现，您也说就是说没有实现的原因呢，是因为后来发生了许多其他的大事。那您今天做出来的预言是一个也是很大胆，但是也是很悲观的预言，就是说如果放任现状持续，也许不久以后所有的收入都被资本拿走了。假设这21世纪的预言最后没有变成现实，您认为可能是未来又发生了哪些大事？ Alors, moi, je veux dire très clairement que je n'ai pas de prédiction pessimiste pour le XXIe siècle. Moi, je pense que tout dépend des institutions et des politiques que nous adopterons. Donc moi, ma principale conclusion, c'est que à la fois Marx et Kuznets avaient tort. C'est-à-dire que Marx pensait que les inégalités allaient forcément augmenter à l'infini. Kuznets pensait que les inégalités allaient forcément diminuer naturellement. Et je pense que les deux avaient tort d'une certaine façon. Enfin, il y a des choses intéressantes évidemment dans les deux, mais les deux avaient tort parce qu'il n'y a pas de déterminisme économique. Et moi, ma principale conclusion, c'est que tout dépend des institutions et des politiques publiques dans le domaine éducatif, fiscal, social, du marché du travail, monétaire, enfin dans beaucoup de domaines. Tout dépend des politiques que nous allons choisir. Il y a des forces qui poussent dans les deux directions. Dans la direction de l'accroissement, dans la direction de la diminution des inégalités. 你的著作出版以后呢，在全球有很多经济学家都有很多评价，也有争议，有不同的看法。你觉得谁的看法你认为是最中肯的？你觉得很愿意接受的？ Moi, je suis très heureux de façon générale de la façon dont ce livre a été reçu et j'ai hâte de voir comment il va être reçu en Chine. Il vient seulement de paraître en Chine, donc c'est un peu trop tôt. Dans les réceptions qu'il y a eu aux États-Unis, j'ai été très intéressé évidemment par les réactions très positives de Paul Krugman, de Joseph Stiglitz, de Larry Summers. Peut-être je trouve une des réceptions les plus intéressantes est celle de Robert Solow, Bob Solow, qui est quelqu'un qui a eu le prix Nobel d'économie en 1987, qui est un peu le père de la théorie moderne de la croissance économique et qui a écrit une recension très très intéressante de mon livre, qu'il l'a très très bien lu. 我看很多学者、很多经济学家都认为呢，你的这个天才的作品呢，是这个有朝一日可以得诺贝尔奖的，而且今年恰恰有一个法国人获得诺贝尔奖，你是不是有这样的期望？ moi non, moi j'ai pas de fantasme de prix Nobel. Vous savez, moi je suis très jeune encore, hein. Et puis, bon, moi je me vois plus aussi comme un chercheur en sciences sociales que comme simplement un économiste. Vous savez, je pense que ce travail, c'est autant un travail d'histoire qu'un travail d'économie, de sociologie. Et moi, le plus important pour moi, c'est pas tellement les prix, c'est surtout de contribuer à une démocratisation du savoir économique et historique. Et je pense que le succès de ce livre, pour moi, c'est le meilleur des prix.